Loisirs Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, mon complice, notre expert François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, je le rappelle. Ensemble, nous parlons... Alors, on va parler de deux choses. On va faire le bilan de la saison en montagne. Et puis, sujet d'actualité brûlante, c'est le cas de le dire, on parlera du parcours de la flamme olympique et notamment sa présence dans les Alpes. Ah, très bien, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous savez que seuls 14% des jeunes connaîtraient les différents types de métiers que proposent les entreprises pour les aider à s'orienter, mais aussi pour développer en eux l'esprit d'initiative, d'entreprendre? L'association Entreprendre pour apprendre leur propose de créer des mini-entreprises au sein de leurs établissements scolaires. Notre reportage innovation nous fera faire un bond dans la Silver Economy chez Technosense qui propose à Grenoble des solutions pour faciliter l'utilisation du numérique aux personnes âgées. Enfin, focus sur WePackUp à Saint-Marcelin et Saint-Étienne-de-Crossé. À l'origine, il y a plus de 70 ans, c'était une menuiserie qui s'est orientée vers la création de caisses de transport. Elle est finalement devenue le spécialiste de l'emballage industriel. Petite ou grande série, elle conçoit sur mesure de véritables écrins protecteurs et emploie près de 95 salariés. La communauté montagne, on en parle souvent dans cette émission, c'est un des grands piliers de l'économie régionale et cet écosystème irrigue bien au-delà des seules stations de ski. On l'a déjà dit ici, on a eu l'occasion d'en parler. Et si les professionnels sont désormais pleinement engagés dans ce qu'on appelle le tourisme 4 saisons, eh bien, il n'en demeure pas moins que l'hiver est une période essentielle pour le secteur. François, précisément, on va faire un petit bilan de cet hiver passé. Alors le bilan, on va commencer par quelques chiffres, parce qu'on ne va pas se refaire. Donc, juste se rappeler d'abord que la période d'hiver, le ski, c'est 80% de l'activité touristique en montagne. Donc on parle beaucoup de 4 saisons, mais c'est 4 saisons dont une. Quand même, aujourd'hui, très fortement. C'est un moteur économique considérable. C'est à peu près 20 milliards d'euros de retombées économiques sur la région, enfin sur les montagnes françaises, mais donc beaucoup sur les Alpes. Et c'est 19% du tourisme qui vient français, donc des touristes français qui se déplacent en France ou des étrangers qui viennent en France. 19% viennent à la montagne l'hiver. Donc c'est considérable. On rappelle juste que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même 173 stations de ski. Donc on parle toujours des gros porteurs, mais il y a aussi beaucoup de stations intermédiaires. Et puis, c'est dans la région un peu plus de 120 000 emplois directs qui dépendent des domaines skiables. Donc, c'est une activité économique considérable. Ça, c'est pour poser le décor, mais je pense que tout le monde a bien conscience de l'importance dans la région de l'activité ski. La saison, globalement, c'était une belle saison. L'activité a augmenté, fréquentation plus 2%, donc ce qui est plutôt pas mal, puisqu'on était sur une saison 2022-23 exceptionnelle. Donc très belle saison, 83% de taux d'occupation de l'ensemble de l'hôtellerie et de l'hébergement en station, ce qui est très élevé. Alors ça veut dire à 83%, c'est la moyenne. Évidemment, il y a des pics à quasi 100% pendant les vacances scolaires et puis des creux intermédiaires. Puis quelques autres chiffres, il y en a un qui m'a marqué, 4,5 millions d'heures de cours de ski. Voilà, ça après, on doit bien savoir skier. Hein. Ça fait pas mal, plus 3%. Donc, c'est les chiffres, je n'avais pas forcément en tête, mais qui sont assez énormes. Et un chiffre d'affaires, donc plus 2%, c'est la fréquentation, plus 6%, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire aussi que le prix moyen de journée a légèrement augmenté. Alors, il y a un effet inflation, bien évidemment. Mais voilà, c'est une très belle saison. Par contre, elle est très, très contrastée. Très belle saison dans les stations de haute altitude et donc notamment dans les Alpes. Mais plus de difficultés sur les stations de plus basse altitude. On a eu une skiabilité, c'est-à-dire le nombre de jours où les stations sont skiables de plus de 80%, par exemple, dans les Alpes,
et on était aux alentours de 10% dans les Vosges. Donc, les stations sont moins hautes. Voilà, les stations sont moins hautes et on voit que plus ça va, et ça c'est les effets du réchauffement climatique, c'est un peu paradoxal, il y a de plus en plus de neige en haute altitude et de moins en moins dans les stations de basse altitude, donc c'est un changement de modèle. Et puis sur la fréquentation, ce qui est aussi intéressant, c'est plus 13% d'étrangers. Alors on parle beaucoup dans certaines stations, Courchevel et autres, de l'absence des Russes. Mais les Russes, ils sont remplacés, j'allais dire, par des Anglais. Ils sont remplacés par des Espagnols aussi, par exemple, qui arrivent en plus grand nombre, plus 33% sur les Espagnols. Hein, donc c'est une population qui arrive. Et la population française sur les stations est restée à peu près la même que l'an dernier. Donc globalement, une bonne saison. Une très bonne saison, très contrastée entre haute altitude et basse altitude, et un poids des skieurs étrangers qui monte progressivement dans nos stations. Bon, mais on l'a dit, l'économie de la montagne, ça n'est pas que le ski. Non, c'est pas que le ski. Il faut y faire attention aussi, parce qu'on a toujours tendance à parler, voilà, au grand public, les Alpes, c'est le ski. Pas seulement, il y a les exemples, on les connaît. Microélectronique dans la région grenobloise ici, la papeterie dans l'Isère, le décolletage dans la vallée de l'Arve. Enfin, il y a aussi tout un écosystème. Il y a évidemment beaucoup d'agriculture et puis d'agroalimentaire et de transformation du bois, qui sont des industries de plus en plus prégnantes. Et il faut aussi avoir en tête la dynamique collective de la région, puisque les investissements en France ont cru sur les 3 premiers trimestres, on n'a pas encore les chiffres du dernier trimestre 2024, de plus 11%. Et alors je regarde mes fiches pour ne pas me tromper, parce que là c'est important. Plus 11% en France, Isère c'est plus 19,8%, Savoie plus 16,4% et Haute-Savoie plus 10%. Donc on a des départements qui investissent, où les entreprises investissent. Oui, qui investissent plus vite que le reste de la France, ce qui est porteur et puis très encourageant pour l'avenir, parce qu'on sait bien que les investissements d'aujourd'hui, c'est la croissance économique de demain. Mais vous le disiez, des secteurs qui sont aussi pleinement confrontés aux nouvelles règles climatiques. Oui, alors ça c'est le grand sujet probablement. Donc il y a évidemment l'impact du climat qui se ressent de plusieurs façons. D'abord, il y a potentiellement une petite contraction de l'activité du ski. Alors on ne l'a pas vu cette année parce que ça a été compensé par les étrangers, mais jusqu'où ça pourra aller. Il y a le sujet qu'on évoquait en tout début, c'est diversifier l'activité sur une activité 4 saisons. C'est en cours, mais encore, je le répète le chiffre, hein, c'est 80% ski. Il faut aussi se dire qu'un touriste qui vient passer une journée dans une station l'hiver, il ne fait pas les mêmes dépenses qu'une journée l'été. Ça coûte quand même plus cher de faire du ski avec un moniteur que de la randonnée avec un sandwich. Donc le chiffre d'affaires n'est pas le même, mais même s'il est important. Il y a vraiment ce sujet de promotion des 4 saisons, de l'écotourisme, évidemment. La diversification aussi, il y a la filière bois qui doit continuer à être travaillée. C'est aussi des grands sujets, hein, parce qu'il y a à la fois le bois industriel, mais le bois et les forêts, et puits de carbone dont on parle beaucoup aussi. Et je pense que la région a quelque chose à jouer. Et puis il y a ce sujet qui apparaît de plus en plus et dans beaucoup de régions, et pas que dans les Alpes, de petits conflits d'utilisation entre ceux qui voudraient faire des forêts pour faire du bois, et puis on veut faire de l'élevage, et puis on veut aussi utiliser les terrains pour construire des résidences de tourisme. Et toutes ces réalités ont du sens, c'est économique pour les uns, plus écologique pour d'autres. Voilà, donc il y a ces gros enjeux à travailler. Et puis un point qui est aussi très important, c'est la sobriété énergétique. On a un gros sujet dans les montagnes. Beaucoup de stations ont été construites dans les années 60-70 avec un immobilier qui est différent de ce qu'il faudrait qu'il soit aujourd'hui, pour 2 raisons. D'abord parce que souvent c'est des petits appartements très petits, c'était l'époque que j'ai connue enfant. Petit studio. Ouais, le petit studio où on rentrait, le petit studio 6 places. Donc ça, c'est plus forcément la demande. Et puis des passoires thermiques aussi, surtout. Donc il y a des gros chantiers de rénovation énergétique. Et l'autre sujet qui est lié aussi au climat, c'est la mobilité. On estime grosso modo entre 70 et 75% de l'impact CO2 du ski, c'est le déplacement des skieurs de chez eux jusque dans les stations. Donc là, il y a des grands sujets d'infrastructure à travailler, et notamment de l'infrastructure entre les gares et puis les stations, les infrastructures d'un kilomètre. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir avancer sur des projets de type, bien sûr, ferroviaire, voire ascenseur valléen. Puis on a une très belle entreprise dans la région, hein, parce que Poma, pour ne pas la citer, qui pourrait nous faire de magnifiques ascenseurs valléens qui permettent de désengorger à la fois le trafic et le climat. Et puis le dernier point, c'est
une petite évolution industrielle ou de réflexion sur l'hydrogène. Belle opportunité. Belle opportunité. L'électrique, en fait, c'est compliqué en montagne parce qu'on sait que les batteries électriques sont globalement assez inefficaces quand il fait froid. Donc, si vous faites une dameuse électrique, elle fonctionne que l'été, donc ce qui n'est pas idéal pour une dameuse. Voilà, donc des réflexions autour de l'hydrogène sont aussi probablement des pistes à travailler. Donc, tout ça est plutôt très encourageant, parce que ça veut dire que face à toutes ces nouvelles difficultés ou ces nouveaux sujets, il y a des nouvelles opportunités. Et voilà, donc il y a un bel avenir pour la montagne à condition, mais comme beaucoup de domaines d'activité, de savoir prendre ces transitions de façon constructive et optimiste. Merci François, je retiens ce chiffre en particulier. Le tourisme de montagne représente 20 milliards d'euros de retombées économiques. Cultiver l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, voilà un défi qui ne permet pas seulement de les ouvrir sur le monde économique, mais qui leur offre plus largement de développer autonomie, créativité, dépassement de soi, tout autant que goût du travail avec les autres en équipe. Un défi d'autant plus important quand on sait que seulement 14% des jeunes connaissent les différents métiers que peuvent proposer les entreprises. À l'occasion du festival Mini-Entreprise qui a lieu à Grenoble à la mi-mai, on en parle avec 3 invités. Jonathan Simonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur d'Entreprendre pour apprendre, une association que vous allez nous présenter. Célia Borona, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante au Collège Nelson Mandela de Pont-de-Claix et vous avez encadré une équipe de jeunes mini-entrepreneurs. Et Bastien Duchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes un de ces mini-entrepreneurs, élève de 3e. Vous avez créé une entreprise Mini World que vous allez nous présenter. Avant cela, Entreprendre pour apprendre. Alors, c'est une association qu'on a déjà accueillie ici dans cette émission, mais on va rappeler son objectif. D'abord, 17 associations en France, une sur notre académie de Grenoble. L'objectif, rapprocher le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. En effet, donc merci pour votre invitation. Entreprendre pour apprendre, c'est un réseau qui est régional, qui est national et qui est mondial. Donc on appartient à un mouvement international qui s'appelle Junior Achievement, qui accompagne plus de 12 millions de jeunes au niveau mondial, et depuis 3 ans qui est nominé pour être prix Nobel de la paix. Sa vocation, c'est vraiment partie du principe que le chemin d'orientation et d'insertion professionnelle pour les jeunes est un chemin qui est long et qui peut être périlleux. Et par la pédagogie active, par la pédagogie entrepreneuriale et par le rapprochement des mondes entre le monde de l'éducation, le monde des collectivités et le monde de l'entreprise, faire en sorte de pouvoir accompagner les enseignants dans cette mission d'accompagner ou d'orienter les jeunes à développer des compétences, découvrir des métiers et travailler justement sur l'esprit d'entreprendre. En tout cas, voilà la vocation du réseau d'Entreprendre pour apprendre. Oui, et in fine, bien faire comprendre aux jeunes tout le potentiel que les entreprises peuvent offrir. Complètement, c'est vraiment basé sur cette pédagogie active et entrepreneuriale et c'est faire vivre à ces jeunes une expérience entrepreneuriale. Donc Bastien en parlera, mais il a vécu pendant une année une expérience entrepreneuriale où en équipe, ils ont pu créer une entreprise de A à Z en partant d'une feuille blanche et en allant jusqu'à la commercialisation de leur projet et jusqu'au festival des mini-entreprises qui a lieu. Voilà, c'est bien l'objectif. C'est pendant un an leur demander d'être des entrepreneurs, de créer leur mini-entreprise. Les élèves se retrouvent là maîtres de leur formation finalement. Alors il y a un encadrement bien sûr. En effet, ils sont accompagnés par des enseignants, des enseignantes, donc c'est à peu près 450 enseignantes au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui changent de posture pendant 1h30, 2 heures de temps dans leur semaine et ils vont fédérer, ils vont coordonner ce groupe de jeunes qui vont pouvoir se responsabiliser, réfléchir ensemble à quel projet ils veulent mener, ils vont faire une étude de marché, une levée de fonds, ils vont se répartir les différents rôles dans la mini-entreprise jusqu'à la commercialisation et c'est vraiment l'objectif aussi de pouvoir découvrir le monde de l'entreprise au sein des collèges, des lycées de la région et faire en sorte que ces jeunes, avant de choisir finalement leur orientation, puissent découvrir, toucher du doigt les différents métiers que compose une entreprise. Quelques chiffres du coup en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 6 000 jeunes accompagnés cette année, à peu près donc 450 enseignants et enseignantes, 350 mentors d'entreprise, donc qui accompagnent aussi, c'est vraiment cet objectif-là, comme vous le disiez tout à l'heure, de rapprocher ce monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Donc c'est un binôme d'enseignants et de mentors qui vont accompagner ces jeunes dans leur dispositif projet, et un peu plus de 150 partenaires privés et publics qui participent à cette dynamique. Donc il y a 2 ans, on était à 3 000 jeunes, et l'objectif, c'est d'aller à 10 000 jeunes dans les prochaines années. Célia, vous êtes prof d'histoire, vous avez encadré du coup cette classe ces mini-entrepreneurs, on va les appeler comme ça, mini-entrepreneurs de Pont-de-Claix. Pourquoi avoir décidé de relayer cette opération ?
Alors en fait, moi j'ai découvert EPA lors d'une formation d'un lycée professionnel où ils ont fait une présentation et qui était très intéressante. Et c'est vrai que comme l'a dit Jonathan, en fait ça nous met dans une posture qui est différente du cours traditionnel où faut dire, ça dépend des fois, mais ils sont quand même dans une posture assez passive où le prof va donner le cours, etc., même si on essaye de les mettre en activité. Et là, EPA, c'est complètement autre chose parce que c'est la pédagogie active où c'est vraiment, nous on est là en tant que support, mais c'est vraiment les jeunes qui doivent faire par eux-mêmes. Et effectivement, moi, je l'ai vu, parce que c'est la 3e mini-entreprise que je fais, ils apprennent aussi énormément comme ça, peut-être même plus que dans le cours traditionnel où nous, on leur transmet, on va dire, entre guillemets, le savoir. Et puis même nous, en tant qu'enseignants, on a une autre posture avec les jeunes, on a une autre approche qui est très intéressante. Et puis EPA nous apporte des contenus dont on n'a pas l'habitude, on va dire, dans l'éducation nationale. Donc dans votre collège, EPA est venu faire cette proposition à toutes les classes de 3e et les jeunes ont été volontaires ou non? Voilà, donc en fait, nous, on passe dans les classes de 3e pour leur présenter le projet, en mettant en avant tout ce que ça peut leur apporter. Et c'est sûr, donc nous, dans notre collège, c'est sur la base du volontariat. Ils s'engagent à venir 1 à 2 fois par semaine pour monter leur projet. Et puis, on leur parle aussi du festival, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et ça les sort du cadre du collège, parce qu'ils vont dans un autre lieu, ils rencontrent des entreprises, ils rencontrent des entrepreneurs. Et puis même au cours de l'année, ils font ce qu'on appelle des mini-labs, où ils vont dans une entreprise. Et je sais qu'ils ont beaucoup apprécié, parce qu'ils rencontrent d'autres personnes que des profs. Mais tout ça, c'est en plus de leur temps scolaire. C'est ça, c'est en plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part sur du volontariat, et ça marche bien, parce que du coup, vu qu'ils ont envie à la base, ça fonctionne vraiment bien. Jonathan, ces mini-entreprises, elles permettent d'imaginer quoi? Un bien ou un service et de créer toute l'entreprise qui va autour? Ça va être les jeunes qui vont choisir en début d'année. Ils vont se mobiliser, ils vont réfléchir ensemble quels produits, quels services ils veulent mettre en place, réfléchir aux valeurs aussi à proposer. Donc c'est vraiment au choix des jeunes de choisir quel sera leur futur projet et celui qu'ils vont piloter durant l'année. Alors évidemment, ça les ouvre en termes d'orientation professionnelle. Ça peut être aussi valorisé plus tard sur un CV. Je pense aux jeunes qui veulent par exemple aller en alternance, en apprentissage. Ça doit être valorisé sur leur CV. Non, c'est aussi l'objectif d'Entreprendre pour apprendre. C'est vraiment créer ce maillage territorial de personnes, de chefs d'entreprise, de collectivités qui croient finalement à cette pédagogie entrepreneuriale et cette pédagogie de projet et faire en sorte que ces jeunes soient fiers finalement du projet qu'ils ont monté tout au long de l'année, qu'ils aient appris énormément de choses, qu'ils aient vécu cette aventure humaine, mais surtout ils ont développé, même sans le savoir finalement, énormément de compétences. Et à la fin de l'année, on fait un temps justement pour faire le bilan collectif et individuel de toutes les compétences qu'ils ont appris pour justement valoriser ce projet sur les CV. Mais c'est vrai que quand on revient, quand on rencontre des alumni, donc des anciens, c'est vrai qu'ils nous expliquent que la mini-entreprise en effet a été finalement une base des différents entretiens individuels qu'ils ont pu faire pour chercher un stage, chercher une alternance et chercher un emploi. Célia, quelles sont ces valeurs, ces choses que ça a apporté aux jeunes que vous avez encadrés? C'est vrai qu'en fait, nous, on a des compétences à leur faire travailler. Et la première qui est vraiment, je trouve, flagrante, c'est l'oral. L'évolution au niveau de l'oral. Parce que, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, mais on le voit surtout sur les élèves qui sont assez réservés. En début d'année, c'est compliqué pour eux de prendre la parole. Mais vu qu'ils doivent faire un entretien avec des professionnels, ils doivent préparer un argumentaire de vente quand ils commercialisent le produit. Ils préparent pour le festival, ils vont passer devant des jurys, donc ils s'entraînent. Et moi, j'ai vu l'évolution. Les jeunes sont beaucoup plus à l'aise à la fin de l'année pour s'exprimer à l'oral. Ils apprennent à travailler en équipe, ce qui n'est pas toujours évident pour eux. Donc des fois, c'est difficile, mais ils apprennent à s'organiser. Et puis, moi, je trouve aussi intéressant, ils sortent du cadre du collège et ils découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc, et puis, ils travaillent aussi l'écrit, qui est un peu plus traditionnel, mais ils s'adressent aux entreprises, etc. Donc, il faut qu'ils rédigent. Donc, ils travaillent vraiment de nombreuses compétences. Alors, Bastien, on va faire dans un instant le téléshopping. Tu vas nous vendre le produit que vous avez inventé, mis au point. Juste avant ça, pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure? Alors, je me suis lancé dans cette aventure pour me faire déjà une première idée du monde professionnel, donc une première expérience, une première approche, pour être beaucoup plus sûr sur ce que j'allais faire plus tard. Car quand on est collégien encore, c'est peu brouillon ce qu'on a de tous les métiers qu'il peut y avoir dans une entreprise. On n'a pas réellement idée de ce qu'il faut vraiment faire. Et donc, ça nous permet de voir en quoi ça comporte et si ça nous plaît vraiment ou si finalement, on n'aime pas du tout ça. Et pour plus tard, bien choisir. Ouvrir ou fermer des portes. Alors là, dans votre mini-entreprise, donc c'est Mini World, le nom de votre entreprise, vous êtes une douzaine de collégiens de 3e. Quelle est l'entreprise que vous avez créée? C'est quoi Mini World? Alors Mini World, c'est un jeu de plateau que voici. Mini World, donc c'est un jeu
Donc il faut, avec des cartes, en principe, poser des questions sur le multiculturel du monde. Donc nous avons des cartes, sur les questions sont plus ou moins difficiles. Celle-ci est par exemple, quel pays a pour sport national la lutte huilée? Le Brésil, la Grèce, la Macédoine ou la Turquie? Et la réponse était... Attends, mon joker, c'est François, généralement. Oui, mais quelquefois le joker sort lui-même un joker et ça, c'est pas du tout élégant. Moi, je dirais la C'est comme Macédoine. dans le Uno, là. Non, attends, il faut se mouiller, Allez, la Turquie. Macédoine. Et bah c'était bien la Turquie la réponse. Et voilà. Attends, parce que moi j'en avais aussi. Quel pourcentage du territoire de l'Estonie est recouvert de forêt? A, ça, l'amateur c'est de compliqué. chiffres, 1%, 20%, 50% ou 75%? Oh, c'est 75. 75, eh ben non, 50%. Un partout. Un partout. Donc, un jeu de plateau, on fait le tour du monde, des questions géographiques. Bon, je comprends bien. Mais comment ça s'est... Alors, l'idée, j'entends bien. Comment s'est organisée votre entreprise? Alors elle s'est organisée suite à... Donc on avait déjà l'idée du projet. Elle s'est organisée par pôle. Donc en décembre, nous avons organisé des entretiens d'embauche avec chacun a choisi de quel pôle il préférait faire partie. Nous avons tous passé les entretiens d'embauche et suite à ça, nous avons été dans les pôles que nous voulions. Alors, production. Moi, j'étais dans le pôle production. Il y a eu le pôle finance aussi, le pôle communication, coordination, vente marketing. Bah, c'est déjà pas mal. C'est ça. Et, C'est les grandes Voilà. fonctions. Ouais. donc, les grandes fonctions de l'entreprise, et chacun a travaillé du coup sur sa partie. Par exemple, en finance, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu déjà établir le budget de base qu'on avait eu grâce à des ventes de plateaux de fromage, des dépenses remboursables, et aussi déterminer le prix d'un jeu pour pouvoir ainsi établir le prix de vente pour faire des bénéfices et pas perdre de l'argent dessus. Donc il a fallu beaucoup travailler, faire le suivi complet de bancaire de la Mini pour pas qu'on soit en manque d'argent à un moment. Donc contrôler tout ça et voir avec le pôle production justement si jamais un fournisseur est trop cher pour la Mini ou pas. Alors ça, c'est aussi le travail de la production, parce qu'il a fallu du coup produire physiquement ce jeu. Oui, effectivement. Donc on a trouvé des fournisseurs, principalement du CEA, parce qu'ils ont bien aidé, puisque notre mentor était de là-bas. C'est eux d'ailleurs qui nous ont fait les cartes et le plateau qui est ici. Nous avons vu une cartonnerie pour le carton, et après nous avons aussi un peu d'aide d'un site internet pour les pions. Ça, c'était le travail de la production, donc c'est toi qui as piloté ça, alors j'imagine. Oui, on a, pour la cartonnerie, comme il y en avait une à côté, on ne s'est pas trop posé de questions pour la boîte. Les cartes et le plateau, le CA nous a proposé de le faire. Et pour les pions, nous avons au début voulu le faire au collège, mais impossibilité, le matériel n'était pas en marche pour ça. Donc nous avons trouvé des sites, et c'est moi qui ai cherché tous les pions sur le site à choisir, dans le thème des moyens de transport, parce que ça en est tous. Donc tout ça en tenant le prix de revient, le prix de vente, la marge, tout ça évidemment a dû être travaillé. On parle beaucoup du CEA, Célia, parce qu'il y a un mentor extérieur, du monde de l'entreprise. C'est ça qui vient nous aider, nous, encadrants pédagogiques. Donc nous, les encadrants pédagogiques, on peut être 1 ou 2. On encadre les jeunes lors des séances, mais on a l'aide précieuse d'un mentor qui vient du monde de l'entreprise et qui apporte un autre regard que nous, on n'a pas forcément en tant que professeur, et qui est vraiment une aide précieuse parce qu'il peut les aider notamment dans la gestion au niveau de la finance, au niveau du marketing, etc. Et donc, ils peuvent le contacter, ils viennent. Et puis, ils ont aussi été présents pour quand on est sorti à l'extérieur, aller visiter leurs locaux, etc. Donc, c'est vraiment une aide précieuse. On s'en fait une petite dernière. Allez. De quelle langue vient le mot sauna? Il n'y a pas de réponse, Je ne il n'y a sais pas pas. de réponse multiple, là? Ah, je ne sais pas. C'est toi qui avais écrit les cartes. Alors, il j'en ai écrit n'était pas dans le certaines. groupe. J'en ai écrit certaines, mais moi, c'était sur l'Océanie. Donc, Bon, du finlandais. Bon. J'ai pas eu à répondre. C'est toujours le même qui pose des Eh bien, bien sûr, attends. Jonathan, est-ce que certaines de ces mini-entreprises ont réellement vu le jour après? On en a vu quelques-unes. Qui sont devenues donc des vraies En entreprises. effet. Après, l'objectif d'Entreprendre pour apprendre, c'est vraiment de créer des parcours pédagogiques. Et donc, un parcours pédagogique a un début et a une fin et s'arrête à la fin de l'année scolaire. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mini-entrepreneurs qui
se sont pris au jeu et voilà, qui sont dans une tristesse absolue de terminer finalement cette aventure humaine. Et donc, ils nous posent la question de comment faire participer à la suite. Et donc, on les met en lien avec des incubateurs, et notamment le réseau Pépite France, qui accompagne des étudiants entrepreneurs pour que par la suite, ils soient réellement accompagnés. On est la première étape de la fusée finalement des structures entrepreneuriales qui accompagnent ces entrepreneurs à créer réellement leur entreprise par la suite. Bastien, vous allez être frustré de ne pas le mettre en vente. Vous en avez déjà vendu ou pas? Oui, on en a déjà vendu. Nous avons fait des préventes parce que nous n'avons pas encore tout monté et tout donné. Mais donc oui, il a été commercialisé, il a été produit en 50 exemplaires. Donc sur les 50, il en reste majorité. Il en reste 2. Il va falloir faire un retirage. Là. Donc on a bien vendu lors des préventes qu'on avait pu organiser au collège. Donc là, il a été commercialisé, vendu. Donc nous, notre objectif sur l'année, c'était de faire ça. Donc en fait, on l'a réussi et on est fiers quand même. Mini World, si vous êtes intéressé, le collège Nelson Mandela à Pont-de-Clé. Ils peuvent toujours, pourquoi pas, faire quelques retirages. Vous avez beaucoup parlé de ce festival mini-entreprise qui a lieu au Stade des Alpes à la mi-mai. 72 mini-entreprises de toute l'académie qui viennent présenter leurs projets à un jury. C'est bien ça. Donc c'est l'événement phare d'Entreprendre pour apprendre où on rassemble l'ensemble des parties prenantes, des partenaires, que ce soit privés, publics et des collectivités. Où les jeunes, c'est un vrai salon professionnel. Ces jeunes ont un stand et viennent présenter leurs projets à une centaine de jurys venus du monde de l'éducation et du monde de l'entreprise. Le rôle des jurys, c'est vraiment d'apprécier ce parcours qui a été fait tout au long de l'année. Chaque mini-entreprise aura son stand, des jurys qui viendront les visiter, les rencontrer pour échanger avec eux. Il va y avoir différentes activités aussi qui vont être proposées tout au long de la journée. Un village partenaire, parce que l'objectif d'Entreprendre pour apprendre, toujours, c'est de faire en sorte que ces jeunes, au travers finalement de la mini-entreprise, continuent à découvrir et à apprendre des choses. Et donc l'objectif, c'est vraiment de leur faire partager aussi des futurs recruteurs et d'échanger avec des futurs recruteurs qui seront peut-être leur entreprise de demain. Ça va être c'est une belle fête au Stade des Alpes de 1300 personnes qui se rassemblent pour fêter la jeunesse. Le festival des mini-entreprises, Entreprendre pour apprendre. Une belle initiative. Très belle initiative. Puis quand on vous entend parler, il y a une maturité, on le sent. Enfin, je pense que, je ne sais pas si c'est le résultat qui compte ou si c'est le chemin. C'est plutôt le chemin. Mais je pense que c'est le chemin. Et le chemin a sûrement été très très riche. Donc moi je trouve ça très enthousiasmant en fait. Merci. Bastien, quel bilan? Quel bilan de notre année? Pour toi, perso? Mon bilan a permis d'apprendre à travailler en équipe parce que je ne le faisais pas tant que ça avant. Donc là, on ne peut pas tout faire tout seul parce qu'il y a énormément de choses qui sont impossibles. On ne peut pas tout contrôler tout seul. Mon bilan aussi, ça a été de pouvoir voir comment créer quelque chose, de partir de zéro et d'aller à un projet abouti parce que c'est pas... on a une idée brillante, ça vient tout de suite et le jeu est sorti tel quel. On a d'abord des premières idées, puis ensuite, c'est un premier brouillon, puis après, ça s'améliore petit à petit, en faisant des tests qu'on a pu faire au collège. Donc, ça m'a permis aussi donc, de voir quel est le rôle vraiment d'une production, c'est mon rôle dans la mini, de pouvoir voir à quel point c'est pas forcément facile de trouver des producteurs, des fournisseurs tout de suite, parce que certains sont trop chers, certains ne le font pas sur mesure. Donc un peu compliqué. C'est déjà pas mal, dis donc, si tu as appris tout ça. Bravo. Hein. Félicitations en tout cas à vous pour cette initiative. Jonathan, Célia, Bastien, merci beaucoup de vos témoignages. Merci à vous. Merci. Faciliter l'utilisation du numérique pour les personnes âgées. Technosens à Grenoble en a fait sa spécialité. Créée en 2007, la société a notamment développé Ilio, une solution qui permet, grâce à un petit boîtier, de transformer un téléviseur en interface très simple d'utilisation. Reportage. La technologie, ça nous dépasse parfois, surtout lorsque l'on n'a pas grandi avec. Alors, pour en faciliter l'usage aux personnes âgées, la start-up Technosens a développé HelioBox, un boîtier connecté à un écran de télévision qui facilite l'accès aux outils numériques du quotidien. Dès que je vais appuyer sur une touche, la télévision va se lancer. La personne peut donc regarder et continuer ses habitudes qu'elle avait préalablement sur la télévision, mais elle peut également aller jouer
Donc il y a des petits quiz, elle peut écouter la radio, elle peut regarder les photos qui ont été envoyées par la famille. Et notamment, recevoir des messages de ses proches directement sur sa télévision. Et même des appels en visio. Ce service permet de relier les établissements accueillant des personnes âgées, les résidents et les proches. Il y a les informations de l'établissement que l'on peut consulter. Donc, il va y avoir des informations automatiques telles que les éphémérides, donc les seins, etc. La météo et les différentes informations qui sont partagées par l'établissement. Le boîtier peut aussi être connecté à des équipements de santé et enregistrer les données. Donc au moment où l'oxymètre va pouvoir prendre une mesure, donc là il est en train de se stabiliser, puis après il va en prendre une, il va envoyer en Bluetooth Low Energy l'information à la box. Donc la box, elle affiche une pop-up qui dit à l'utilisateur « Nouvelle mesure avec ce taux d'oxygène et cette fréquence cardiaque ». Est-ce une erreur de mesure ou pas? Est-ce qu'on la garde ou pas? Là, elle me semble bonne, je l'accepte. Hop. Et par la suite, je peux aller dans le menu Ma Santé et consulter mes historiques en termes de saturation en oxygène ou en termes de fréquence cardiaque. L'interface existe aussi sur tablette. Technosens équipe pour l'instant 300 établissements en France et en Suisse, mais elle a la volonté de se développer plus largement en Europe. Et Technosens multiplie les partenariats avec les EHPAD et les résidences seniors, accompagnant, vous l'avez entendu, plusieurs centaines d'établissements. La société commence donc à se développer à l'international avec déjà un développement en Suisse et en Allemagne. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, une question qu'on a un petit peu soulevée déjà dans une précédente émission, François. Béatrice veut savoir où passera la flamme olympique dans notre région. Alors, la flamme olympique, elle passera dans notre région en Savoie, et surtout en Haute-Savoie, notamment à Chamonix. Ce sera le 23 juin. Donc il y a 68 étapes du parcours, ce sera la 39e étape. Et alors on a de la chance parce que le 23 juin, ce sera aussi au niveau national la journée olympique. Donc avoir la flamme olympique à Chamonix, site olympique, le jour de la journée olympique, il y a un alignement de planètes qui est forcément intéressant. Donc le parcours, vous savez que la flamme, elle fait son parcours tous les jours porté par plusieurs relayeurs qui sont à la fois des personnalités du sport ou du monde sociétal, quelquefois de l'entreprise, des gens, des associations, etc., mais qui sont toujours des porteurs qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont quelque chose de, ils ont quelque chose de plus pour le territoire, pour le sport, etc., donc qui portent des valeurs. Donc le parcours, il commencera, alors je crois qu'il y a une carte qui va être diffusée. On l'a vu. Il commencera à Évian à 8h45, il passe notamment par Annemasse, par le plateau de Glières, donc il y a aussi des endroits un peu historiques, bien sûr. Il passe à Cluse et il finira sa journée au pied du Mont Blanc, à Chamonix, à partir de 18h45, avec comme à chaque endroit, vous avez peut-être vu déjà des images, l'allumage du chaudron. Alors je ne vous dirai pas qui l'allumera à Chamonix, parce que c'est toujours le petit suspense. Est-ce que vous le savez, Oui. Je ne réponds pas, même sous la torture, je ne réponds pas aux questions. On aurait essayé. Voilà, et puis il y a un aspect festif, évidemment, dans ces... Alors d'abord, tout le long du parcours, moi j'avais la chance d'être à Marseille pour le départ, et puis pour les premières étapes, il y a un monde incroyable, c'est une ambiance Tour de France, donc c'est très très festif, et puis il y a une cérémonie festive et joyeuse sur place à Chamonix, donc c'est sur la place du Mont Blanc, pour ceux qui veulent venir dimanche 23 juin, en fin d'après-midi à Chamonix. Je le dis avec d'autant plus plaisir que la Caisse d'épargne est un des grands partenaires du Relais de la Flamme. Donc on suit ça. Puis parce que c'est aussi important, c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs, de faire vivre sur l'ensemble de la France ces Jeux Olympiques. Anthony Estanguet dit souvent, les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est les Jeux Olympiques de la France. Et le parcours de la Flamme est un bon moyen d'irriguer les territoires. Et je crois que c'est aussi très important. Puis, comme ça arrive une fois tous les 100 ans pour les Jeux Olympiques d'été, alors nous, on aura peut-être la chance de recommencer dans 6 ans. Oui, peut-être. Donc on verra ça. Voilà. Bon, le 23 juin, donc 23 juin à Chamonix, notamment. 39e étape. Départ à Évian et arrivée à Chamonix. Merci beaucoup. Merci François. Si vous aussi, vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net.
Des produits parfois fragiles, confortablement installés dans des écrins de mousse réalisés sur mesure. Voilà le métier de WePackUp, basé à Saint-Marcellin, à Saint-Étienne-de-Crossé. En un peu plus de 7 décennies d'adaptation de croissance externe, l'entreprise est devenue une référence en matière d'emballage industriel. Avec ses propres bureaux d'études, elle imagine et conçoit des réponses spécifiquement adaptées aux besoins de ses clients. Jacques Grégoire, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes arrivé à la tête de cette entreprise en 2010. Vous avez racheté cette entreprise après une longue carrière d'entrepreneur. On évoquait tout à l'heure l'esprit d'entreprendre. Il vous anime. C'est ça. Je suis un commercial autodidacte, comme j'aime à me définir. Et effectivement, cet esprit d'entreprendre, c'est de tout le temps rechercher des projets, mener à bien des projets. C'est effectivement un état d'esprit. Alors, l'histoire de l'entreprise a débuté il y a un peu plus de 80 ans. À l'époque, un peu moins de 80 ans. À l'époque, c'était la scierie Cotte. C'est elle que vous avez rachetée, qui s'était orientée déjà, elle, vers l'emballage. Vous l'avez rachetée en 2010 avec un pacte d'actionnaires. Tout à fait. Donc c'était la scierie Cotte à l'origine, du nom du fondateur, Albert Cotte, a démarré l'aventure de l'emballage le jour où une entreprise industrielle leur a demandé de réaliser des caisses en bois. Avec la scierie, il y a une certaine logique. Et donc c'est comme ça qu'ils ont démarré l'emballage. Roland Cotte a pris la suite de son père. Et là, je dirais que la grande idée de la famille Cotte, ça a été de se diversifier sur la mousse et sur le carton. Et aujourd'hui, l'entreprise Cotte Emballage, telle que je l'ai rachetée en 2010, transforme aussi bien le bois que la mousse que le carton. L'entreprise est devenue en 2017 WePack. Tout à fait. Sous votre impulsion. Tout à fait. Donc j'ai racheté en 2010. Les débuts ont été un petit peu compliqués pour différentes raisons. Principalement commerciales. Ce qui m'a intéressé dans cette entreprise, c'est sa qualité de travail et sa réputation de savoir-faire. Pas dynamique commercialement. Et effectivement, elle n'était pas très dynamique commercialement. Donc les débuts, on a perdu un certain nombre de clients et ça a pas mal tendu les choses. Et effectivement, en 2017, j'ai souhaité changer de nom parce que à une période où on parle relativement court, je trouvais que 2 syllabes, c'était un peu plus moderne. Et donc, on a planché un petit peu à l'intérieur de l'entreprise, en famille, etc., sur un nom qui veut rien dire, mais qui en même temps est positif. Parce que oui, phonétiquement, ça reste positif. On n'est pas Yes We Can, mais... et puis le pack, dans notre métier, on peut difficilement faire sans. Et la deuxième grande évolution de l'entreprise, c'est en 2021. Vous avez fusionné avec PackUp, une entreprise qui était, elle, installée à Saint-Étienne-de-Crossé, également sur l'emballage. Tout à fait. Alors, plus spécialisé dans la transformation de la mousse. PackUp est le plus gros transformateur de mousse en France. Et il se trouve que le dirigeant de PackUp, Patrick Martin, était un ami. C'est grâce ou à cause de lui, selon les périodes, que j'avais repris Cotte Emballage. Et nous avions déjà créé dès 2010 un certain nombre de synergies, de complémentarités, etc. Les deux entreprises travaillaient déjà bien ensemble. Oui, tout à fait. On avait développé pas mal de choses et on avait pas mal de clients communs. En 2020, Patrick nous a fait savoir qu'il souhaitait prendre du recul. Le Covid avait œuvré, pour un certain nombre de raisons. Et donc, je voyais d'un mauvais œil que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne. Donc, avec une petite particularité quand même, c'est que je faisais 4 millions de chiffres, alors que Patrick en faisait pas très loin de 10, 9,5 plus précisément. Et donc, il a fallu un petit peu d'ingénierie financière, trouver des investisseurs qui nous accompagnent et des établissements bancaires. Allez, on va visiter cette entreprise, alors essentiellement à Saint-Marcellin. On va découvrir un peu son histoire, son organisation et son savoir-faire. Reportage. Du luxe à l'aéronautique en passant par le pharmaceutique, WePackUp développe et fabrique de l'emballage technique pour le secteur industriel. Basée à Saint-Marcellin, l'entreprise est aussi présente en Suisse et au Maroc. Ses origines remontent à 1947. À cette époque, l'usine était une scierie fondée par Albert Cotte. Peu à peu, il se spécialise dans l'emballage avec des caisses de bois, puis développe de nouvelles solutions avec la mousse et le carton. Nos clients nous donnent soit des plans, soit carrément des objets. Et nous, on fabrique l'emballage autour avec nos logiciels de conception par ordinateur. Ce qui fait notre force et notre réussite, ce qui fait que le groupe PackUp fonctionne aussi bien,
c'est parce qu'on fait du sur-mesure, vraiment, adapté aux besoins du client, et à ses spécificités à lui. Et on ne vend pas de catalogue. Nous, le catalogue, on ne sait pas ce que c'est. En 2010, Jacques Grégoire rachète l'entreprise, puis la renomme en 2017. Côte Emballage Solutions devient WIPAC et continue de fabriquer des emballages en mousse, en bois et en carton. Ce que j'ai fait, j'ai passé le carton dans ce qu'on appelle la Maxi Box. Donc c'est-à-dire qu'on a transformé le carton, on l'a rainé, on l'a encoché pour ensuite pouvoir l'agrafer pour envoyer ensuite au client le produit fini. En 2021, l'entreprise poursuit son développement. WIPAC rachète la société PackUp basée à Saint-Étienne-de-Crossé pour devenir WIPACUP. Aujourd'hui, l'entreprise est présente sur 6 sites et emploie 95 personnes. L'atelier il est découpé en 4 très grosses zones de production. Donc la grosse spécialité de Saint-Marcelin, c'est vraiment la découpe du bois. Et après, on va partir sur 4 ou 5 grosses zones de montage où là, c'est des techniciens qui vont venir monter les caisses. Après, la deuxième grosse partie, c'est la partie mousse. On va venir faire de la presse hydraulique, de l'assemblage manuel. Après, vous avez un troisième secteur qui est le secteur carton, où là, on va venir découper, mettre en forme le carton et monter le carton sur du bois, sur de la palette ou monter simplement la caisse carton. 20 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé en 2023. L'objectif pour 2024 est de monter à 30 millions d'euros. Oui, croissance assez exceptionnelle, hein, d'autant qu'on part de 13 millions d'euros en 2021. Hein. C'est ça. Alors, on a une croissance organique très très forte qui tente à penser que le message passait bien auprès des clients. Là, arrivé à 30, ça passera également par une croissance externe. Notamment en Suisse. Voilà, tout à fait. Principalement en Suisse. Avec WIPACUP Suisse. C'est ça. Donc l'idée aujourd'hui, alors je voudrais préciser par rapport au reportage qu'on vient d'agrandir, on voit des racks qui ne sont pas complètement pleins parce qu'on a rapatrié, on est vraiment en phase de rangement. Donc ça s'agrandit, on est rassuré. Je pense que pour le néophyte, c'est peut-être passé inaperçu. Moi, ça me fait toujours un petit peu mal. Donc, ça va se remplir. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on est relativement ambitieux. On souhaite à se développer en mettant du sens dans ce qu'on fait. Moi, pour ce qui me concerne, je rentre dans une phase de transmission, puisque vous parliez de la Suisse, j'ai mon fils qui préside WIPACUP Suisse. Alors cette phase, j'y ai pas mis d'échéance, 4, 5 ans, 6 ans. J'ai envie de dire, tant que je m'amuse, je joue. Pour paraphraser Coluche. Mais voilà, c'est qu'on y mette du sens, c'est pas grossir pour grossir, c'est faire une entreprise où il fait bon vivre. On a un certain nombre de sujets comme la QVT, on a 2 piliers de notre projet d'entreprise. Les 2 piliers sont la démarche RSE et l'innovation. Alors l'innovation parfois pour la RSE puisque c'est des matériaux alternatifs, c'est du réemploi, etc. Mais on est aussi, à l'heure où je vous parle, en train de mettre un nouvel ERP qui va nous permettre d'avoir une production qui sera totalement digitalisée. Optimiser nos process de production et nos process industriels, ce qui est relativement rare dans l'emballage et notamment dans le spécifique comme on le fait. Alors oui, des emballages très spécifiques. Je parlais d'écrin, notamment pour certains produits qui peuvent parfois être fragiles. C'est quoi l'emballage le plus étonnant que vous ayez eu à faire ? Alors on a emballé des tubes cathodiques pour un de nos clients où le tube était tenu dans une mousse et une structure métallique qui elle-même est suspendue par ressort dans sa caisse bois. Donc effectivement, elle ne touche plus rien. Il n'y a plus aucun contact pour éviter les chocs. On a vraiment, de par notre savoir-faire et la spécificité, on touche pas mal de marchés. On va du tout petit, avec de l'horlogerie, et jusqu'au très gros, avec de la pelle mécanique, etc. Donc ça passe par des pales Kevlar, des turbines Airbus, on travaille beaucoup dans l'aéronautique. Enfin, on fait 80% de notre chiffre sur 11 secteurs d'activité. Ah oui. Ce qui est plutôt bien d'un point de vue économique, parce que ça nous met à l'abri de soubresauts. Quand il y a eu le Covid, où l'aéro était complètement à l'arrêt, on a eu un recul de notre chiffre d'affaires que de 5%.
ce qui est plutôt pas mal. Alors avec vos propres bureaux d'études et d'innovation, un à Saint-Marcelin, l'autre à Saint-Étienne de Crozet, qui imaginent des prototypes, qui réalisent des tests, vous parliez des chocs, des vibrations, tout ça est testé une fois que le prototype est fait. Alors nous avons effectivement des tests de chute et on a un certain nombre parce que nos clients ont des cahiers des charges parfois très élaborés et pour valider le bien fondé de l'emballage passe parfois par le laboratoire national d'essai. Alors, avant d'avoir ces testeurs de chute, on avait tendance à faire de la surqualité, mais elle a un coût. Donc aujourd'hui, de tester les chutes, ça nous permet de valider de manière totalement objective aux clients. Et j'ai même certains clients qui évitent du coup le laboratoire national d'essai, le LNE, parce que ça a un coût aussi. Donc le client, à partir du moment où moi je lui valide de manière objective les bons calages, ils font cette économie. C'est aussi une vraie valeur ajoutée de l'entreprise, ça du coup. C'est également une vraie valeur ajoutée de l'entreprise. Aujourd'hui, je dirais que nos deux atouts majeurs, c'est vraiment les bureaux d'études qui nous permettent de nous adapter vraiment à la demande du client et le fait de travailler les trois matériaux. On est très peu à travailler les trois matériaux. Carton, mousse et bois. Ce qui veut dire que nos concurrents dépendent et en termes de qualité et en termes de délai, des fois de sous-traitants X ou Y. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de maîtriser de A à Z pour dépendre de personne. Et l'idée, c'est peut-être même de poursuivre la croissance externe dans le carton, pour se renforcer un peu dans le carton. C'est tout à fait ça, Christophe. On n'en dit pas plus ? Non, on peut. Je suis tout à fait transparent à ce niveau-là. La fusion nous a donné une certaine taille pour acheter mieux, pour être beaucoup plus compétitif, etc. Ça a été un gros morceau qu'il a fallu avaler, si vous me permettez l'expression, parce qu'en parallèle, on a fait 2 années à plus 25% de développement en organique, et c'est bien de prendre des commandes, mais il faut les produire. Aujourd'hui, on considère qu'au niveau de la mousse, avec Pack-Up, on est très bien armé, et ça me va bien. En bois, historiquement, côté emballage, scierie, on est plutôt bien équipé en bois, même si j'ai un certain nombre d'investissements CAPEX, de machines, etc., qui vont rentrer maintenant qu'on vient d'agrandir, dès qu'on aura rangé. Et effectivement, le carton, j'aimerais développer ma capacité carton. On produit entre 35 et 45% de nos besoins. Le reste, on le sous-traite, soit pour des raisons de marquage, etc. Ça va passer par des investissements CAPEX, de nouvelles machines, mais si d'aventure un cartonnier devait céder, je suis un peu à l'affût, j'ai une piste ou deux pour améliorer notre capacité de production carton. Allez, on n'en dira pas plus pour l'instant, on va suivre ça. Juste un mot, vous évoquiez la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Au moment de la fusion, vous avez décidé d'ouvrir une partie du capital aux collaborateurs, aux salariés. Oui, en fait, les entreprises, on parle de CAPEX, on parle de chiffres, on parle de bilan, de résultats, etc. Mais on oublie parfois que c'est que des hommes. Et ça reste une aventure humaine. Patrick Martin, qui souhaitait partir, j'ai réussi à le convaincre à garder un petit peu de part et rester un petit peu dans l'aventure. Il reste actionnaire et il a 2-3 petites missions au niveau de l'entreprise. Et effectivement, on a souhaité que des salariés rentrent au capital. Alors, contrairement à souvent, ce n'est pas que des cadres, ça ne sont pas que des managers, mais on a sélectionné des personnes qui sont compétentes et engagées dans l'entreprise. Et l'idée étant que l'entreprise se développe, les gens, il faut qu'ils grandissent avec, on redistribue 20% de notre résultat. Voilà, et dans mon esprit de transmission, je vous parlais de mon fils tout à l'heure, je ne crois pas à l'homme providentiel, même si je l'aime beaucoup. Donc qu'il ait autour de lui une équipe, je crois qu'à la force de l'équipe. Je suis issu d'un sport d'équipe, et quel que soit le sport, et quel que soit le ballon ou le palais, les valeurs de l'équipe, je crois qu'à ça. La valeur du pack. C'est ça. C'est ça. Et les amateurs de rugby comprendront le message subliminal. François, une entreprise qui va fêter ses 80 ans dans quelques années, qui a su évoluer, partir d'une scierie, arriver à emballer des équipements pour Airbus, c'est quand même assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Les histoires d'entreprises qu'on voit notamment ici, souvent c'est une équipe bien sûr, mais c'est aussi un souci permanent d'innovation.
Je crois que vous connaissez évidemment, et heureusement d'ailleurs, mieux l'emballage que moi, mais on pourrait croire que c'est un métier finalement très traditionnel et qui n'a pas changé depuis des années. Puis on l'entend, on emballe des choses nouvelles avec des techniques nouvelles, et je crois que c'est ce souci d'innovation. Si on veut se battre en fait sur autre chose que du prix binaire, ce qui sera aussi compliqué, la sortie c'est probablement l'innovation, puis c'est quand même plus agréable, plus intéressant pour tout le monde, et ça permet aussi de le faire localement, ce qui est très important. Alors l'emballage est une niche. Et nous, sur le spécifique, on est une niche dans la niche, en fait, quelque part. Et effectivement, ça nous permet de... Parce que l'emballage, pour le néophyte, c'est de la boîte à chaussures, c'est de la... Il y en a qui me disent, est-ce que tu travailles dans le vin ? On ne sait pas faire des caisses de vin. Des caisses de vin, oui. Qui sont quelque part... Il y a des spécialistes en Gironde qui font ça très bien. Et qui automatisent la chose, etc. Et donc, j'ai une anecdote qui est quand j'ai annoncé à la maison que j'allais céder mes agences, puisque dans une autre vie, j'étais agent d'assurance. Et pour faire de l'emballage, mon fils, mon fameux petit Suisse, qui avait 12-13 ans, je revois la situation qui me dit « tu vas faire des caisses ». Et avec vraiment la moue un petit peu, et je lui ressors de temps en temps, parce qu'au final, il va en faire quand même quelques-unes. Donc voilà. WIPACUP, une vraie pépite de notre territoire, comme notre territoire sait en produire. Merci infiniment, Jacques Grégoire, d'avoir été avec nous. Merci Christophe. Merci François Codet, on se voit bien sûr le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr voir et revoir Alpes Décideurs sur le site internet télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Norisère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.